Le comte de Monte-Cristo, tome 3, partie 23, chapitre 52. Toxicologie. C'était bien réellement monsieur le comte de Monte-Cristo qui venait d'entrer chez madame de Villefort, dans l'intention de rendre à monsieur le procureur du roi la visite qu'il lui avait faite, et à ce nom toute la maison, comme on le comprend bien, avait été mise en émoi. Madame de Villefort, qui était au salon lorsqu'on annonça le comte, fit aussitôt venir son fils pour que l'enfant réitérât ses remerciements au comte. Et Édouard, qui n'avait cessé d'entendre parler depuis 2 jours du grand personnage, se hâta d'accourir, non par obéissance pour sa mère, non pour remercier le comte, mais par curiosité, et pour faire quelque remarque à l'aide de laquelle il put placer un de ses lazzi, qui faisait dire à sa mère: « Oh, le méchant enfant! Mais il faut bien que je lui pardonne, il a tant d'esprit. » Après les premières politesses d'usage, le comte s'informa de monsieur de Villefort. « Mon mari dîne chez monsieur le chancelier, » répondit la jeune femme. « Il vient de partir à l'instant même, et il regrettera bien, j'en suis sûre, d'avoir été privé du bonheur de vous voir. » 2 visiteurs qui avaient précédé le comte dans le salon et qui le dévoraient des yeux se retirèrent après le temps raisonnable exigé à la fois par la politesse et par la curiosité. « À propos, que fait donc ta sœur Valentine ?» dit madame de Villefort à Édouard. « Qu'on la prévienne, afin que j'aie l'honneur de la présenter à monsieur le comte. »« Vous avez une fille, madame ?» demanda le comte. « Mais ce doit être une enfant. »« C'est la fille de monsieur de Villefort, » répliqua la jeune femme. « Une fille d'un premier mariage, une grande et belle personne. »« Mais mélancolique, » interrompit le jeune Édouard en arrachant, pour en faire une aigrette à son chapeau, les plumes de la queue d'un magnifique haras qui criait de douleur sur son perchoir doré. Madame de Villefort se contenta de dire: « Silence, Édouard !» Ce jeune étourdi a presque raison, et répète là ce qu'il m'a bien des fois entendu dire avec douleur, car mademoiselle de Villefort est, malgré tout ce que nous pouvons faire pour la distraire, d'un caractère triste et d'une humeur taciturne qui nuisent souvent à l'effet de sa beauté. Mais elle ne vient pas. Édouard, voyez donc pourquoi cela. Parce qu'on la cherche où elle n'est pas. Où la cherche-t-on? Chez grand-papa Noirtier. Et elle n'est pas là, vous croyez? Non, 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 elle n'y est pas, répondit Édouard en chantonnant. Et où est-elle? Si vous le savez, dites-le. Elle est sous le grand marronnier, continua le méchant garçon, en présentant, malgré les cris de sa mère, des mouches vivantes au perroquet, qui paraissaient fort friands de cette sorte de gibier. Madame de Villefort étendait la main pour sonner et pour indiquer à la femme de chambre le lieu où elle trouverait Valentine, lorsque celle-ci entra. Elle semblait triste, en effet, et en la regardant attentivement, on eût même pu voir dans ses yeux des traces de larmes. Valentine, que nous avons, entraînée par la rapidité du récit, présentée à nos lecteurs sans la faire connaître, était une grande et svelte jeune fille de 19 ans, aux cheveux châtain clair, aux yeux bleu foncé, à la démarche languissante et empreinte de cette exquise distinction qui caractérisait sa mère. Ses mains blanches et effilées, son cou nacré, ses joues marbrées de fugitive couleur, lui donnaient au premier aspect l'air d'une de ces belles Anglaises qu'on a comparées assez poétiquement, dans leurs allures, à des cygnes qui se mirent. Elle entra donc, et, voyant près de sa mère l'étranger dont elle avait tant entendu parler déjà, elle salua sans aucune minauderie de jeune fille et sans baisser les yeux, avec une grâce qui redoubla l'attention du comte. Celui-ci se leva. « Mademoiselle de Villefort, ma belle-fille, » dit madame de Villefort à Monte-Cristo, en se penchant sur son sofa et en montrant de la main Valentine.
Et monsieur le comte de Monte Cristo, roi de la Chine, empereur de la Cochinchine, dit le jeune drôle en lançant un regard sournois à sa sœur. Pour cette fois, madame de Villefort pâlit et faillit s'irriter contre ce fléau domestique qui répondait au nom d'Édouard. Mais, tout au contraire, le comte sourit et parut regarder l'enfant avec complaisance, ce qui porta au comble la joie et l'enthousiasme de sa mère. Mais, madame, reprit le comte en renouant la conversation et en regardant tour à tour madame de Villefort et Valentine, est-ce que je n'ai pas déjà eu l'honneur de vous voir quelque part, vous et mademoiselle? Tout à l'heure, j'y songeais déjà, et quand mademoiselle est entrée, sa vue a été une lueur de plus jetée sur un souvenir confus. Pardonnez-moi ce mot. Cela n'est pas probable, monsieur. Mademoiselle de Villefort aime peu le monde, et nous sortons rarement, dit la jeune femme. Aussi n'est-ce point dans le monde que j'ai vu mademoiselle, ainsi que vous, madame, ainsi que ce charmant espiègle. Le monde parisien, d'ailleurs, m'est absolument inconnu, car, je crois avoir eu l'honneur de vous le dire, je suis à Paris depuis quelques jours. Non, si vous permettez que je me rappelle... Attendez. Le comte mit sa main sur son front comme pour concentrer tous ses souvenirs. Non, c'est au dehors. C'est... je ne sais pas. Mais il me semble que ce souvenir est inséparable d'un beau soleil et d'une espèce de fête religieuse. Mademoiselle tenait des fleurs à la main. L'enfant courait après un beau paon dans un jardin. Et vous, madame, vous étiez sous une treille en berceau. Aidez-moi donc, madame. Est-ce que les choses que je vous dis là ne vous rappellent rien? Non, en vérité, répondit madame de Villefort. Et cependant, il me semble, monsieur, que si je vous avais rencontré quelque part, votre souvenir serait resté présent à ma mémoire. Monsieur le comte nous a vus peut-être en Italie, dit timidement Valentine. En effet, en Italie. C'est possible, dit Monte Cristo. Vous avez voyagé en Italie, mademoiselle? Madame et moi, nous y allâmes il y a 2 ans. Les médecins craignaient pour ma poitrine et m'avaient recommandé l'air de Naples. Nous passâmes par Bologne, par Pérouse et par Rome. Ah, c'est vrai, mademoiselle, s'écria Monte Cristo, comme si cette simple indication suffisait à fixer tous ses souvenirs. C'est à Pérouse, le jour de la Fête-Dieu, dans le jardin de l'hôtellerie de la Poste, où le hasard nous a réunis, vous, mademoiselle, votre fils et moi, que je me rappelle avoir eu l'honneur de vous voir. Je me rappelle parfaitement Pérouse, monsieur, et l'hôtellerie de la Poste, et la fête dont vous me parlez, dit madame de Villefort. Mais j'ai beau interroger mes souvenirs, et j'ai honte de mon peu de mémoire. Je ne me souviens pas d'avoir eu l'honneur de vous voir. C'est étrange, ni moi non plus, dit Valentine en levant ses beaux yeux sur Monte Cristo. Ah, moi, je m'en souviens, dit Édouard. Je vais vous aider, madame, reprit le comte. La journée avait été brûlante. Vous attendiez des chevaux qui n'arrivaient pas à cause de la solennité. Mademoiselle s'éloigna dans les profondeurs du jardin et votre fils disparut, courant après l'oiseau. « Je l'ai attrapé, maman, tu sais, dit Édouard. Je lui ai arraché 3 plumes de la queue. Vous, madame, vous demeurâtes sous le berceau de vigne. Ne vous souvient-il plus, pendant que vous étiez assise sur un banc de pierre et pendant que, comme je vous l'ai dit, mademoiselle de Villefort et monsieur, votre fils, étaient absents, d'avoir causé assez longtemps avec quelqu'un? Oui, vraiment oui, dit la jeune femme en rougissant. Je m'en souviens, avec un homme enveloppé d'un long manteau de laine, avec un médecin, je crois. Justement, madame, cet homme, c'était moi. Depuis 15 jours, j'habitais dans cette hôtellerie. J'avais guéri mon valet de chambre de la fièvre et mon hôte de la jaunisse, de sorte que l'on me regardait comme un grand docteur. Nous causâmes longtemps, madame, de choses différentes,
du Pérugin, de Raphaël, des mœurs, des costumes, de cette fameuse Aqua Tofana, dont quelques personnes, vous avait-on dit, je crois, conservaient encore le secret à Pérouse. « Ah, c'est vrai !» dit vivement madame de Villefort, avec une certaine inquiétude. « Je me rappelle. » « Je ne sais plus ce que vous me dites en détail, madame, reprit le comte avec une parfaite tranquillité, mais je me souviens parfaitement que, partageant à mon sujet l'erreur générale, vous me consultâtes sur la santé de mademoiselle de Villefort. Mais cependant, monsieur, vous étiez bien réellement médecin, dit madame de Villefort, puisque vous avez guéri des malades. Molière ou Beaumarchais vous répondraient, madame, que c'est justement parce que je ne l'étais pas que j'ai non point guéri mes malades, mais que mes malades ont guéri. Moi, je me contenterai de vous dire que j'ai assez étudié à fond la chimie et les sciences naturelles, mais en amateur seulement. Vous comprenez. En ce moment, 6 heures sonnèrent. Voilà 6 heures, dit madame de Villefort, visiblement agitée. N'allez-vous pas voir, Valentine, si votre grand-père est prêt à dîner? Valentine se leva, et, saluant le comte, elle sortit de la chambre sans prononcer un mot. « Oh, mon Dieu, madame, serait-ce donc à cause de moi que vous congédiez mademoiselle de Villefort ?» dit le comte lorsque Valentine fut partie. « Pas le moins du monde, » reprit vivement la jeune femme. Mais c'est l'heure à laquelle nous faisons faire à monsieur Noirtier le triste repas qui soutient sa triste existence. Vous savez, monsieur, dans quel état lamentable est le père de mon mari. Oui, madame, monsieur de Villefort m'en a parlé. Une paralysie, je crois. Hélas, oui. Il y a chez ce pauvre vieillard absence complète du mouvement. L'âme seule veille dans cette machine humaine, et encore pâle et tremblante, et comme une lampe prête à s'éteindre. Mais pardon, monsieur, de vous entretenir de nos infortunes domestiques. Je vous ai interrompu au moment où vous me disiez que vous étiez un habile chimiste. Oh, je ne disais pas cela, madame, répondit le comte avec un sourire. Bien au contraire, j'ai étudié la chimie parce que, décidé à vivre particulièrement en Orient, j'ai voulu suivre l'exemple du roi Mithridate. Mithridate Rex Ponticus, dit l'étourdi en découpant des silhouettes dans un magnifique album. Le même qui déjeunait tous les matins avec une tasse de poison à la crème. Édouard, méchant enfant, s'écria madame de Villefort, en arrachant le livre mutilé des mains de son fils. Vous êtes insupportable, vous nous étourdissez. Laissez-nous, et allez rejoindre votre sœur Valentine chez bon papa Noirtier. L'album, dit Édouard. Comment, l'album? Oui, je veux l'album. Pourquoi avez-vous découpé les dessins? Parce que cela m'amuse. Allez-vous-en, allez. Je ne m'en irai pas si l'on ne me donne pas l'album, fit, en s'établissant dans un grand fauteuil, l'enfant, fidèle à son habitude de ne jamais céder. Tenez, et laissez-nous tranquilles, dit madame de Villefort. Et elle donna l'album à Édouard, qui partit accompagné de sa mère. Le comte suivit des yeux madame de Villefort. « Voyons si elle fermera la porte derrière lui, » murmura-t-il. Madame de Villefort ferma la porte avec le plus grand soin derrière l'enfant. Le comte ne parut pas s'en apercevoir. Puis, en jetant un dernier regard autour d'elle, la jeune femme revint s'asseoir sur sa causeuse. « Permettez-moi de vous faire observer, madame, » dit le comte avec cette bonhomie que nous lui connaissons, « que vous êtes bien sévère pour ce charmant espiègle. »« Il le faut bien, monsieur, » répliqua madame de Villefort avec un véritable aplomb de mère. « C'est son Cornelius Nepos que récitait M. Édouard en parlant du roi Mithridate, » dit le comte, « et vous l'avez interrompu dans une citation qui prouve que son précepteur n'a point perdu son temps avec lui, et que votre fils est fort avancé pour son âge. » « Le fait est,
monsieur le comte, répondit la mère, flattée doucement, et qu'il a une grande facilité et qu'il apprend tout ce qu'il veut. Il n'a qu'un défaut, c'est d'être très volontaire. Mais, à propos de ce qu'il disait, est-ce que vous croyez, par exemple, monsieur le comte, que Mithridate usa de ses précautions et que ces précautions puissent être efficaces? J'y crois si bien, madame, que, moi qui vous parle, j'en ai usé pour ne pas être empoisonné à Naples, à Palerme et à Smyrne, c'est-à-dire dans 3 occasions où, sans cette précaution, j'aurais pu laisser ma vie. Et le moyen vous a réussi? Parfaitement. Oui, c'est vrai. Je me rappelle que vous m'avez déjà raconté quelque chose de pareil à Pérouse. Vraiment? Fit le comte avec une surprise admirablement jouée. Je ne me rappelle pas, moi. Je vous demandais si les poisons agissaient également et avec une semblable énergie sur les hommes du Nord et sur les hommes du Midi, et vous me répondîtes même que les tempéraments froids et lymphatiques des septentrionaux ne présentaient pas la même aptitude que la riche et énergique nature des gens du Midi. C'est vrai, dit Monte Cristo. J'ai vu des Russes dévorer, sans être incommodés, des substances végétales qui eussent tué infailliblement un Napolitain ou un Arabe. Ainsi, vous le croyez, le résultat serait encore plus sûr chez nous qu'en Orient, et au milieu de nos brouillards et de nos pluies, un homme s'habituerait plus facilement que sous une chaude latitude à cette absorption progressive du poison? Certainement. Bien entendu, toutefois, qu'on ne sera prémuni que contre le poison auquel on se sera habitué. Oui, je comprends. Et comment vous habitueriez-vous, vous, par exemple, ou plutôt, comment vous êtes-vous habitué? C'est bien facile. Supposez que vous sachiez d'avance de quel poison on doit user contre vous. Supposez que ce poison soit de la brucine. Exemple. La brucine se tire de la fausse angusture, je crois, dit madame de Villefort. Justement, madame, répondit Monte Cristo, mais je crois qu'il ne me reste pas grand-chose à vous apprendre. Recevez mes compliments. De pareilles connaissances sont rares chez les femmes. Oh, je l'avoue, dit madame de Villefort, j'ai la plus violente passion pour les sciences occultes qui parlent à l'imagination comme une poésie et se résolvent en chiffres comme une équation algébrique. Mais continuez, je vous prie. Ce que vous me dites m'intéresse au plus haut point. Eh bien, reprit Monte Cristo, supposez que ce poison soit de la brucine, par exemple, et que vous en preniez 1 milligramme le premier jour, 2 milligrammes le second. Eh bien, au bout de 10 jours, vous aurez 1 centigramme. Au bout de 20 jours, en augmentant d'1 autre milligramme, vous aurez 3 centigrammes, c'est-à-dire une dose que vous supporterez sans inconvénient et qui serait déjà fort dangereuse pour une autre personne qui n'aurait pas pris les mêmes précautions que vous. Enfin, au bout d'1 mois, en buvant de l'eau dans la même carafe, vous tuerez la personne qui aura bu cette eau en même temps que vous, sans vous apercevoir autrement que par un simple malaise qu'il y a eu une substance vénéneuse quelconque mêlée à cette eau. Vous ne connaissez pas d'autres contrepoisons? Je n'en connais pas. J'avais souvent lu et relu cette histoire de Mithridate, dit madame de Villefort, pensive, et je l'avais prise pour une fable. Non, madame, contre l'habitude de l'histoire, c'est une vérité. Mais ce que vous me dites là, madame, ce que vous me demandez n'est point le résultat d'une question capricieuse, puisqu'il y a 2 ans déjà, vous m'avez fait des questions pareilles, et que vous me dites que, depuis longtemps, cette histoire de Mithridate vous préoccupait. C'est vrai, monsieur. Les 2 études favorites de ma jeunesse ont été la botanique et la minéralogie. Et puis, quand j'ai su plus tard que l'emploi des simples expliquait souvent toute l'histoire des peuples et toute la vie des individus d'Orient, comme les fleurs expliquent toutes leurs pensées amoureuses, j'ai regretté de n'être pas homme pour devenir un Flamel, un Fontana ou un Cabanis. D'autant plus, madame, reprit Monte Cristo,
que les orientaux ne se bornent point, comme Mithridate, à se faire des poisons une cuirasse. Ils s'en font aussi un poignard. La science devient entre leurs mains non seulement une arme défensive, mais encore fort souvent offensive. L'une sert contre leurs souffrances physiques, l'autre contre leurs ennemis. Avec l'opium, avec la belladone, avec la fausse angusture, le bois de couleuvre, le laurier cerise, ils endorment ceux qui voudraient les réveiller. Il n'est pas une de ces femmes, égyptiennes, turques ou grecques, qu'ici vous appelez de bonnes femmes, qui ne sache en fait de chimie de quoi stupéfier un médecin, et en fait de psychologie de quoi épouvanter un confesseur. Vraiment, dit madame de Villefort, dont les yeux brillaient d'un feu étrange à cette conversation. Eh, mon Dieu, oui, madame, continua Monte Cristo. Les drames secrets de l'Orient se nouent et se dénouent ainsi, depuis la plante qui fait aimer jusqu'à la plante qui fait mourir, depuis le breuvage qui ouvre le ciel jusqu'à celui qui vous plonge un homme dans l'enfer. Il y a autant de nuances de tout genre qu'il y a de caprices et de bizarreries dans la nature humaine, physique et morale. Et je dirais plus, l'art de ces chimistes sait accommoder admirablement le remède et le mal à ses besoins d'amour ou à ses désirs de vengeance. Mais, monsieur, reprit la jeune femme, ces sociétés orientales au milieu desquelles vous avez passé une partie de votre existence sont donc fantastiques comme les contes qui nous viennent de leur beau pays? Un homme y peut donc être supprimé impunément? C'est donc en réalité la Bagdad ou la Bassora de M. Galland? Les sultans et les vizirs qui régissent ces sociétés et qui constituent ce qu'on appelle en France le gouvernement sont donc sérieusement des Haroun al-Rachid et des Giafar qui non seulement pardonnent à un empoisonneur, mais encore le font Premier ministre si le crime a été ingénieux, et qui, dans ce cas, en font graver l'histoire en lettres d'or pour se divertir aux heures de leur ennui? Non, madame, le fantastique n'existe plus même en Orient. Il y a là-bas aussi, déguisés sous d'autres noms et cachés sous d'autres costumes, des commissaires de police, des juges d'instruction, des procureurs du roi et des experts. On y pend, on y décapite, et l'on y empale très agréablement les criminels. Mais ceux-ci, en fraudeurs adroits, ont su dépister la justice humaine et assurer le succès de leurs entreprises par des combinaisons habiles. Chez nous, un niais possédé du démon de la haine ou de la cupidité, qui a un ennemi à détruire ou un grand-parent à annihiler, s'en va chez un épicier, lui donne un faux nom qui le fait découvrir bien mieux que son nom véritable, et achète, sous prétexte que les rats l'empêchent de dormir, 5 à 6 grammes d'arsenic s'il est très adroit. Il va chez 5 ou 6 épiciers et n'en est que 5 ou 6 fois mieux reconnu. Puis, quand il possède son spécifique, il administre à son ennemi, à son grand-parent, une dose d'arsenic qui ferait crever un mammouth ou un mastodonte, et qui, sans rime ni raison, fait pousser à la victime des hurlements qui mettent tout le quartier en émoi. Alors arrive une nuée d'agents de police et de gendarmes. On envoie chercher un médecin qui ouvre le mort et récolte dans son estomac et dans ses entrailles l'arsenic à la cuillère. Le lendemain, 100 journaux racontent le fait avec le nom de la victime et du meurtrier. Dès le soir même, l'épicier ou les épiciers vient ou viennent dire « C'est moi qui ai vendu l'arsenic à monsieur ». Et plutôt que de ne pas reconnaître l'acquéreur, ils en reconnaîtront 20. Alors, le niais criminel est pris, emprisonné, interrogé, confronté, confondu, condamné et guillotiné. Ou, si c'est une femme de quelque valeur, on l'enferme pour la vie. Voilà comme vos septentrionaux entendent la chimie, madame. Desrues, cependant, était plus fort que cela, je dois l'avouer. « Que voulez-vous, monsieur ?» dit en riant la jeune femme.
On fait ce qu'on peut. Tout le monde n'a pas le secret des Médicis ou des Borgia. Maintenant, dit le comte en haussant les épaules, voulez-vous que je vous dise ce qui cause toutes ces inepties? C'est que sur vos théâtres, à ce dont j'ai pu juger du moins en lisant les pièces qu'on y joue, on voit toujours des gens avaler le contenu d'une fiole ou mordre le chaton d'une bague et tomber raides morts. 5 minutes après, le rideau baisse. Les spectateurs sont dispersés. On ignore les suites du meurtre. On ne voit jamais ni le commissaire de police avec son écharpe, ni le caporal avec ses 4 hommes, et cela autorise beaucoup de pauvres cerveaux à croire que les choses se passent ainsi. Mais sortez un peu de France, allez soit à Alep, soit au Caire, soit seulement à Naples et à Rome, et vous verrez passer par la rue des gens droits, frais et roses dont le diable boiteux, s'il vous effleurait de son manteau, pourrait vous dire « Ce monsieur est empoisonné depuis 3 semaines, et il sera tout à fait mort dans un mois. » Mais alors, dit madame de Villefort, ils ont donc retrouvé le secret de cette fameuse Aqua Tofana que l'on me disait perdue à Pérouse? Eh, mon Dieu, madame, est-ce que quelque chose se perd chez les hommes? Les arts se déplacent et font le tour du monde, les choses changent de nom, voilà tout. Et le vulgaire s'y trompe. Mais c'est toujours le même résultat. Le poison porte particulièrement sur tel ou tel organe. L'un sur l'estomac, l'autre sur le cerveau, l'autre sur les intestins. Eh bien, le poison détermine une toux, cette toux une fluxion de poitrine ou telle autre maladie cataloguée au livre de la science, ce qui ne l'empêche pas d'être parfaitement mortelle. Et qui, ne le fût-elle pas, le deviendrait grâce aux remèdes que lui administrent les naïfs médecins, en général fort mauvais chimistes, et qui tourneront pour ou contre la maladie, comme il vous plaira. Et voilà un homme tué avec art et dans toutes les règles, sur lequel la justice n'a rien à apprendre, comme disait un horrible chimiste de mes amis, l'excellent abbé Ademonte de Taormine en Sicile, lequel avait fort étudié ces phénomènes nationaux. « C'est effrayant, mais c'est admirable, » dit la jeune femme, immobile d'attention. « Je croyais, je l'avoue, toutes ces histoires des inventions du Moyen-Âge. » Oui, sans doute, mais qu'ils se sont encore perfectionnés de nos jours. À quoi donc voulez-vous que servent le temps, les encouragements, les médailles, les croix, les prix Monthyon, si ce n'est pour mener la société vers sa plus grande perfection? Or, l'homme ne sera parfait que lorsqu'il saura créer et détruire comme Dieu. Il sait déjà détruire. C'est la moitié du chemin de fait. De sorte, reprit madame de Villefort, revenant invariablement à son but, que les poisons des Borgia, des Médicis, des René, des Ruggieri, et plus tard probablement du baron de Trenck, dont ont tant abusé le drame moderne et le roman, étaient des objets d'art, madame, pas autre chose, répondit le comte. Croyez-vous que le vrai savant s'adresse banalement à l'individu même? Non pas. La science aime les ricochets, les tours de force, la fantaisie, si l'on peut dire cela. Ainsi, par exemple, cet excellent abbé Adelmonte, dont je vous parlais tout à l'heure, avait fait sous ce rapport des expériences étonnantes. Vraiment? Oui, je vous en citerai une seule. Il avait un fort beau jardin, plein de légumes, de fleurs et de fruits. Parmi ces légumes, il choisissait le plus honnête de tous, un chou, par exemple. Pendant 3 jours, il arrosait ce chou avec une dissolution d'arsenic. Le 3e jour, le chou tombait malade et jaunissait. C'était le moment de le couper. Pour tous, il paraissait mûr et conservait son apparence honnête. Pour l'abbé Adelmonte seul, il était empoisonné. Alors, il apportait le chou chez lui, prenait un lapin. L'abbé Adelmonte avait une collection de lapins, de chats et de cochons d'Inde qui ne le cédait en rien à sa collection de légumes, de fleurs et de fruits. L'abbé Adelmonte
prenait donc un lapin et lui faisait manger une feuille de chou. Le lapin mourait. Quel est le juge d'instruction qui oserait trouver à redire à cela, et quel est le procureur du roi qui s'est jamais avisé de dresser contre M. Magendie ou M. Flourens un réquisitoire à propos des lapins, des cochons d'Inde et des chats qu'ils ont tués? Aucun. Voilà donc le lapin mort sans que la justice s'en inquiète. Ce lapin mort, l'abbé Adelmonte le fait vider par sa cuisinière et jette les intestins sur un fumier. Sur ce fumier, il y a une poule. Elle becquette ses intestins, tombe malade à son tour et meurt le lendemain. Au moment où elle se débat dans les convulsions de l'agonie, un vautour passe. Il y a beaucoup de vautours dans le pays d'Adelmonte. Celui-là fond sur le cadavre, l'emporte sur un rocher et en dîne. 3 jours après, le pauvre vautour, qui, depuis ce repas, s'est trouvé constamment indisposé, se sent pris d'un étourdissement au plus haut de la nue. Il roule dans le vide et vient tomber lourdement dans votre vivier. Le brochet, l'anguille et la murène mangent goulûment. Vous savez cela, ils mordent le vautour. Eh bien, supposez que le lendemain l'on serve sur votre table cette anguille, ce brochet ou cette murène, empoisonnée à la 4e génération. Votre convive, lui, sera empoisonné à la 5e et mourra au bout de 8 ou 10 jours de douleurs d'entrailles, de maux de cœur, d'abcès au pylore. On fera l'autopsie et les médecins diront « Le sujet est mort d'une tumeur au foie ou d'une fièvre typhoïde. » Mais, dit madame de Villefort, toutes ces circonstances que vous enchaînez les unes aux autres peuvent être rompues par le moindre accident. Le vautour peut ne pas passer à temps ou tomber à 100 pas du vivier. Ah, voilà justement où est l'art. Pour être un grand chimiste en Orient, il faut diriger le hasard. On y arrive. Madame de Villefort était rêveuse et écoutait. Mais, dit-elle, l'arsenic est indélébile. De quelque façon qu'on l'absorbe, il se retrouvera dans le corps de l'homme du moment où il sera entré en quantité suffisante pour donner la mort. Bien, s'écria Monte Cristo, bien. Voilà justement ce que dit ce bon Adelmonte. Il réfléchit, sourit, et me répondit par un proverbe sicilien, qui est aussi, je crois, un proverbe français. Mon enfant, le monde n'a pas été fait en un jour, mais en 7. Revenez dimanche. Le dimanche suivant, je revins. Au lieu d'avoir arrosé son chou avec de l'arsenic, il l'avait arrosé avec une dissolution de sel à bas de strychnine, strychnos colubrina, comme disent les savants. Cette fois, le chou n'avait pas l'air malade le moins du monde. Aussi le lapin ne s'en défia-t-il point. Aussi, 5 minutes après, le lapin était-il mort. La poule mangea le lapin, et le lendemain, elle était trépassée. Alors nous fîmes les vautours. Nous emportâmes la poule et nous l'ouvrîmes. Cette fois, tous les symptômes particuliers avaient disparu, et il ne restait que les symptômes généraux. Aucune indication particulière dans aucun organe. Exaspération du système nerveux, voilà tout, et traces de congestion cérébrale, pas davantage. La poule n'avait pas été empoisonnée, elle était morte d'apoplexie. C'est un cas rare chez les poules, je le sais bien, mais fort commun chez les hommes. Madame de Villefort paraissait de plus en plus rêveuse. « C'est bien heureux, dit-elle, que de pareilles substances ne puissent être préparées que par des chimistes, car, en vérité, la moitié du monde empoisonnerait l'autre. »« Par des chimistes ou des personnes qui s'occupent de chimie, » répondit négligemment Monte Cristo. « Et puis, dit madame de Villefort, s'arrachant elle-même et avec effort à ses pensées, si savamment préparé qu'il soit, le crime est toujours le crime.
et s'il échappe à l'investigation humaine, il n'échappe pas au regard de Dieu. Les orientaux sont plus forts que nous sur les cas de conscience, et ont prudemment supprimé l'enfer. Voilà tout. Eh, madame, ceci est un scrupule qui doit naturellement naître dans une âme honnête comme la vôtre, mais qui en serait bientôt déraciné par le raisonnement. Le mauvais côté de la pensée humaine sera toujours résumé par ce paradoxe de Jean-Jacques Rousseau, vous savez, le mandarin qu'on tue à 5000 lieues en levant le bout du doigt. La vie de l'homme se passe à faire de ces choses-là, et son intelligence s'épuise à les rêver. Vous trouvez fort peu de gens qui s'en aillent brutalement planter un couteau dans le cœur de leurs semblables, ou qui administrent, pour le faire disparaître de la surface du globe, cette quantité d'arsenic que nous disions tout à l'heure. C'est là réellement une excentricité ou une bêtise. Pour en arriver là, il faut que le sang se chauffe à 36 degrés, que le pouls batte à 90 pulsations, et que l'âme sorte de ses limites ordinaires. Mais si, passant, comme cela se pratique en philologie, du mot au synonyme mitigé, vous faites une simple élimination, au lieu de commettre un ignoble assassinat, si vous écartez purement et simplement de votre chemin celui qui vous gêne, et cela sans choc, sans violence, sans l'appareil de ces souffrances qui, devenant un supplice, font de la victime un martyr, et de celui qui agit un carnifex dans toute la force du mot. S'il n'y a ni sang, ni hurlement, ni contorsion, ni surtout cette horrible et compromettante instantanéité de l'accomplissement, alors vous échappez au coup de la loi humaine qui vous dit « ne trouble pas la société ». Voilà comment procèdent et réussissent les gens d'Orient, personnages graves et flegmatiques, qui s'inquiètent peu des questions de temps dans les conjonctures d'une certaine importance. « Il reste la conscience », dit madame de Villefort, d'une voix émue et avec un soupir étouffé. « Oui, dit Monte Cristo. Oui, heureusement, il reste la conscience, sans quoi l'on serait fort malheureux. Après toute action un peu vigoureuse, c'est la conscience qui nous sauve, car elle nous fournit 1000 bonnes excuses dont seuls nous sommes juges. Et ces raisons, si excellentes qu'elles soient pour nous conserver le sommeil, seraient peut-être médiocres devant un tribunal pour nous conserver la vie. Ainsi, Richard III, par exemple, a dû être merveilleusement servi par la conscience après la suppression des 2 enfants d'Édouard IV. En effet, il pouvait se dire « Ces 2 enfants d'un roi cruel et persécuteur, et qui avaient hérité les vices de leur père, que moi seul ai su reconnaître dans leur inclination juvénile. Ces 2 enfants me gênaient pour faire la félicité du peuple anglais, dont ils eussent infailliblement fait le malheur. Ainsi fut servie par sa conscience Lady Macbeth, qui voulait, quoi qu'on ait dit Shakespeare, donner un trône, non à son mari, mais à son fils. Ah, l'amour maternel est une si grande vertu, un si puissant mobile, qu'il fait excuser bien des choses. Aussi, après la mort de Duncan, Lady Macbeth eût-elle été fort malheureuse sans sa conscience. Madame de Villefort absorbait avec avidité ces effrayantes maximes et ces horribles paradoxes débités par le comte avec cette naïve ironie qui lui était particulière. Puis, après un instant de silence, « Savez-vous, dit-elle, monsieur le comte, que vous êtes un terrible argumentateur et que vous voyez le monde sous un jour quelque peu livide. Est-ce donc en regardant l'humanité à travers les alambics et les cornues que vous l'avez jugée telle? Car vous aviez raison, vous êtes un grand chimiste, et cet élixir que vous avez fait prendre à mon fils, et qu'il l'a si rapidement rappelé à la vie. » « Oh, ne vous y fiez pas, madame, dit Monte Cristo. Une goutte de cet élixir a suffi pour rappeler à la vie cet enfant qui se mourait, mais 3 gouttes eussent poussé le sang à ses poumons de manière à lui donner des battements de cœur. 6 lui eussent coupé la respiration,
et causer une syncope beaucoup plus grave que celle dans laquelle il se trouvait. 10, enfin, l'eussent foudroyé. Vous savez, madame, comme je l'ai écarté vivement de ces flacons auxquels il avait l'imprudence de toucher. C'est donc un poison terrible? Oh, mon Dieu, non. D'abord, admettons ceci, que le mot poison n'existe pas, puisqu'on se sert en médecine des poisons les plus violents, qui deviennent, par la façon dont ils sont administrés, des remèdes salutaires. Qu'était-ce donc alors? C'était une savante préparation de mon ami, cet excellent abbé Adelmonte, et dont il m'a appris à me servir. Oh, dit madame de Villefort, ce doit être un excellent antispasmodique. Souverain, madame, vous l'avez vu, répondit le comte, et j'en fais un usage fréquent, avec toute la prudence possible, bien entendu, ajouta-t-il en riant. Je le crois, répliqua sur le même ton madame de Villefort. Quant à moi, si nerveuse et si prompte à m'évanouir, j'aurais besoin d'un docteur Adelmonte pour m'inventer des moyens de respirer librement et me tranquilliser sur la crainte que j'éprouve de mourir un beau jour suffoquée. En attendant, comme la chose est difficile à trouver en France et que votre abbé n'est probablement pas disposé à faire pour moi le voyage de Paris, je m'en tiens aux antispasmodiques de M. Planche, et la menthe et les gouttes d'Hoffmann jouent chez moi un grand rôle. Tenez, voici des pastilles que je me fais faire exprès. Elles sont à double dose. Monte Cristo ouvrit la boîte d'écailles que lui présentait la jeune femme et respira l'odeur des pastilles en amateur digne d'apprécier cette préparation. Elles sont exquises, dit-il, mais soumises à la nécessité de la déglutition, fonction qui souvent est impossible à accomplir de la part de la personne évanouie. J'aime mieux mon spécifique. Mais, bien certainement, moi aussi je le préférerais, d'après les effets que j'en ai vus surtout. Mais c'est un secret sans doute, et je ne suis pas assez indiscrète pour vous le demander. Mais moi, madame, dit Monte Cristo en se levant, je suis assez galant pour vous l'offrir. Oh, monsieur. Seulement, rappelez-vous une chose, c'est qu'à petite dose, c'est un remède. À forte dose, c'est un poison. Une goutte rend la vie, comme vous l'avez vu. 5 ou 6 tueraient infailliblement, et d'une façon d'autant plus terrible qu'étendue dans un verre de vin, elle n'en changerait aucunement le goût. Mais je m'arrête, madame, j'aurais presque l'air de vous conseiller. 6h30 venaient de sonner, on annonça une amie de madame de Villefort qui venait dîner avec elle. Si j'avais l'honneur de vous voir pour la 3e ou 4e fois, monsieur le comte, au lieu de vous voir pour la seconde, dit madame de Villefort. Si j'avais l'honneur d'être votre amie, au lieu d'avoir tout bonnement le bonheur d'être votre obligée, j'insisterais pour vous retenir à dîner, et je ne me laisserais pas battre par un premier refus. 1000 grâces, madame, répondit Monte Cristo. J'ai moi-même un engagement auquel je ne puis manquer. J'ai promis de conduire au spectacle une princesse grecque de mes amies, qui n'a pas encore vu le grand opéra et qui compte sur moi pour l'y mener. Allez, monsieur, mais n'oubliez pas ma recette. Comment donc, madame? Il faudrait pour cela oublier l'heure de conversation que je viens de passer près de vous, ce qui est tout à fait impossible. Monte Cristo salua et sortit. Madame de Villefort demeura rêveuse. Voilà un homme étrange, dit-elle, et qui m'a tout l'air de s'appeler, de son nom de baptême, Adelmonte. Quant à Monte Cristo, le résultat avait dépassé son attente. Allons, dit-il en s'en allant, voilà une bonne terre. Je suis convaincu que le grain qu'on y laisse tomber n'y avorte pas. Et le lendemain, fidèle à sa promesse, il envoya la recette demandée. Chapitre 53. Robert le diable. La raison de l'opéra était d'autant meilleure à donner qu'il y avait ce soir-là solennité à l'Académie royale de musique.
Levasseur, après une longue indisposition, rentrait par le rôle de Bertram et, comme toujours, l'œuvre du maestro à la mode avait attiré la plus brillante société de Paris. Morcerf, comme la plupart des jeunes gens riches, avait sa stalle d'orchestre, plus 10 loges de personnes de sa connaissance auxquelles il pouvait aller demander une place sans compter celle à laquelle il avait droit dans la loge des Lions. Château-Renaud avait la stalle voisine de la sienne. Beauchamp, en sa qualité de journaliste, était roi de la salle et avait sa place partout. Ce soir-là, Lucien Debray avait la disposition de la loge du ministre, et il l'avait offerte au comte de Morcerf, lequel, sur le refus de Mercédès, l'avait envoyé à Danglars, en lui faisant dire qu'il irait probablement faire dans la soirée une visite à la baronne et à sa fille, si ces dames voulaient bien accepter la loge qu'il leur proposait. Ces dames n'avaient eu garde de refuser. Nul n'est friand de loge qui ne coûte rien comme un millionnaire. Quant à Danglars, il avait déclaré que ses principes politiques et sa qualité de député de l'opposition ne lui permettaient pas d'aller dans la loge du ministre. En conséquence, la baronne avait écrit à Lucien de la venir prendre, attendu qu'elle ne pouvait pas aller à l'opéra seule avec Eugénie. En effet, si les deux femmes y eussent été seules, on eût, certes, trouvé cela fort mauvais, tandis que mademoiselle Danglars allant à l'opéra avec sa mère et l'amant de sa mère, il n'y avait rien à dire. Il faut bien prendre le monde comme il est fait. La toile se leva, comme d'habitude, sur une salle à peu près vide. C'est encore une habitude de notre fashion parisienne, d'arriver au spectacle quand le spectacle est commencé. Il en résulte que le premier acte se passe, de la part des spectateurs arrivés, non pas à regarder ou à écouter la pièce, mais à regarder entrer les spectateurs qui arrivent, et à ne rien entendre que le bruit des portes et celui des conversations. « Tiens » dit tout à coup Albert en voyant s'ouvrir une loge du côté de premier rang. « Tiens, la comtesse G. » « Qu'est-ce que c'est que la comtesse G ?» demanda Château-Renaud. « Oh, par exemple, baron, voici une question que je ne vous pardonne pas. Vous demandez ce que c'est que la comtesse G ? » « Ah, c'est vrai, » dit Château-Renaud. « N'est-ce pas cette charmante Vénitienne ? » « Justement. » En ce moment, la comtesse G aperçut Albert et échangea avec lui un salut accompagné d'un sourire. « Vous la connaissez ? » dit Château-Renaud. « Oui, » fit Albert. « Je lui ai été présenté à Rome par Franz. »« Voudrez-vous me rendre à Paris le même service que Franz vous a rendu à Rome ? » ?»« Bien volontiers. »« Chut !» cria le public. Les deux jeunes gens continuèrent leur conversation sans paraître s'inquiéter le moins du monde du désir que paraissait éprouver le parterre d'entendre la musique. « Elle était aux courses du Champ de Mars, » dit Château-Renaud. « Aujourd'hui ? » ?»« Oui. »« Tiens, au fait, il y avait course. Étiez-vous engagé ? » ?»« Oh, pour une misère, pour 50 louis. »« Et qui a gagné ? » ?»« Nautilus. Je pariais pour lui. » « Mais il y avait 3 courses. » ?»« Oui, il y avait le prix du Jockey Club, une coupe d'or. Il s'est même passé une chose assez bizarre. »« Laquelle ? » ?»« Chut donc !» cria le public. « Laquelle ? » répéta Albert. « C'est un cheval et un jockey complètement inconnus qui ont gagné cette course. »« Comment ? » « Oh, mon Dieu, oui, personne n'avait fait attention à un cheval inscrit sous le nom de Vampa et à un jockey inscrit sous le nom de Job. Quand on a vu s'avancer tout à coup un admirable alezan et un jockey gros comme le poing, on a été obligé de lui fourrer 20 livres de plomb dans ses poches, ce qui ne l'a pas empêché d'arriver au but 3 longueurs de cheval avant Ariel et Barbaro, qui couraient avec lui. Et l'on n'a pas su à qui appartenaient le cheval et le jockey ? Non. Vous dites que ce cheval était inscrit sous le nom de Vampa. Alors, dit Albert, je suis plus avancé que vous.
Je sais à qui il appartenait, moi. Silence donc! Cria pour la 3e fois le parterre. Cette fois, la levée de boucliers était si grande que les 2 jeunes gens s'aperçurent enfin que c'était à eux que le public s'adressait. Ils se retournèrent un instant, cherchant dans cette foule un homme qui prit la responsabilité de ce qu'ils regardaient comme une impertinence. Mais personne ne réitéra l'invitation et ils se retournèrent vers la scène. En ce moment, la loge du ministre s'ouvrait et madame Danglars, sa fille et Lucien Debray prenaient leur place. « Ah ah !» dit Château-Renaud, « voilà des personnes de votre connaissance, vicomte. Que diable, regardez-vous donc à droite. On vous cherche. » Albert se retourna et ses yeux rencontrèrent effectivement ceux de la baronne Danglars, qui lui fit avec son éventail un petit salut. Quant à mademoiselle Eugénie, ce fut à peine si ses grands yeux noirs daignèrent s'abaisser jusqu'à l'orchestre. « En vérité, mon cher, dit Château-Renaud, je ne comprends point, à part la mésalliance, et je ne crois point que ce soit cela qui vous préoccupe beaucoup. Je ne comprends pas, dis-je, à part la mésalliance, ce que vous pouvez avoir contre mademoiselle Danglars. C'est en vérité une fort belle personne. » « Fort belle, certainement, dit Albert. Mais je vous avoue qu'en fait de beauté, j'aimerais mieux quelque chose de plus doux, de plus suave, de plus féminin, enfin. » « Voilà bien les jeunes gens, dit Château-Renaud, qui, en sa qualité d'homme de 30 ans, prenait avec Morcerf des airs paternels. Ils ne sont jamais satisfaits. Comment, mon cher, on vous trouve une fiancée bâtie sur le modèle de la Diane chasseresse, et vous n'êtes pas content? Eh bien, justement, j'aurais mieux aimé quelque chose dans le genre de la Vénus de Milo ou de Capoue. Cette Diane chasseresse, toujours au milieu de ses nymphes, m'épouvante un peu. J'ai peur qu'elle ne me traite en Actéon. En effet, un coup d'œil jeté sur la jeune fille pouvait presque expliquer le sentiment que venait d'avouer Morcerf. Mademoiselle Danglars était belle, mais, comme l'avait dit Albert, d'une beauté un peu arrêtée. Ses cheveux étaient d'un beau noir, mais dans leurs ondes naturelles, on remarquait une certaine rébellion à la main qui voulait leur imposer sa volonté. Ses yeux, noirs comme ses cheveux, encadrés sous de magnifiques sourcils qui n'avaient qu'un défaut, celui de se froncer quelquefois, étaient surtout remarquables par une expression de fermeté qu'on était étonné de trouver dans le regard d'une femme. Son nez avait les proportions exactes qu'un statuaire eût données à celui de Junon. Sa bouche seule était trop grande, mais garnie de belles dents que faisaient ressortir encore des lèvres dont le carmin trop vif tranchait avec la pâleur de son teint. Enfin, un signe noir placé au coin de la bouche et plus large que ne le sont d'ordinaire ces sortes de caprices de la nature, achevait de donner à cette physionomie ce caractère décidé qui effrayait quelque peu Morcerf. D'ailleurs, tout le reste de la personne d'Eugénie s'alliait avec cette tête que nous venons d'essayer de décrire. C'était, comme l'avait dit Château-Renaud, la Diane chasseresse, mais avec quelque chose encore de plus ferme et de plus musculeux dans sa beauté. Quant à l'éducation qu'elle avait reçue, s'il y avait un reproche à lui faire, c'est que, comme certains points de sa physionomie, elle semblait un peu appartenir à un autre sexe. En effet, elle parlait 2 ou 3 langues, dessinait facilement, faisait des vers et composait de la musique. Elle était surtout passionnée pour ce dernier art, qu'elle étudiait avec une de ses amies de pension, jeune personne sans fortune, mais ayant toutes les dispositions possibles pour devenir, à ce que l'on assurait, une excellente cantatrice. Un grand compositeur portait, disait-on, à cette dernière, un intérêt presque paternel, et la faisait travailler avec l'espoir qu'elle trouverait un jour une fortune dans sa voix. Cette possibilité que mademoiselle Louise d'Armilly, c'était le nom de la jeune virtuose, entra un jour au théâtre, faisait que mademoiselle Danglars, quoique la recevant chez elle, ne se montrait point en public en sa compagnie.
Du reste, sans avoir dans la maison du banquier la position indépendante d'une amie, Louise avait une position supérieure à celle des institutrices ordinaires. Quelques secondes après l'entrée de madame Danglars dans sa loge, la toile avait baissé et, grâce à cette faculté, laissée par la longueur des entr'actes, de se promener au foyer ou de faire des visites pendant une demi-heure, l'orchestre s'était à peu près dégarni. Morcerf et Château-Renaud étaient sortis des premiers. Un instant, madame Danglars avait pensé que cet empressement d'Albert avait pour but de lui venir présenter ses compliments, et elle s'était penchée à l'oreille de sa fille pour lui annoncer cette visite. Mais celle-ci s'était contentée de secouer la tête en souriant. Et en même temps, comme pour prouver combien la dénégation d'Eugénie était fondée, Morcerf apparut dans une loge de côté du premier rang. Cette loge était celle de la comtesse G. « Ah, vous voilà, monsieur le voyageur !» dit celle-ci en lui tendant la main avec toute la cordialité d'une vieille connaissance. « C'est bien aimable à vous de m'avoir reconnu, et surtout de m'avoir donné la préférence pour votre première visite. »« Croyez, madame, répondit Albert, que si j'eusse su votre arrivée à Paris et connu votre adresse, je n'eusse point attendu si tard. Mais veuillez me permettre de vous présenter monsieur le baron de Château-Renaud, mon ami, un des rares gentilshommes qui restent encore en France, et par lequel je viens d'apprendre que vous étiez aux courses du Champ-de-Mars. » Château-Renaud salua. « Ah, vous étiez aux courses, monsieur ?» dit vivement la comtesse. « Oui, madame. »« Eh bien, » reprit vivement madame G., « pouvez-vous me dire à qui appartenait le cheval qui a gagné le prix du Jockey-Club ?»« Non, madame, » dit Château-Renaud, « et je faisais tout à l'heure la même question à Albert. »« Y tenez-vous beaucoup, madame la comtesse ?» demanda Albert. « À quoi ?»« À connaître le maître du cheval. »« Infiniment. Imaginez-vous. Mais sauriez-vous qui, par hasard, vicomte ?»« Madame, vous alliez raconter une histoire. Imaginez-vous, avez-vous dit. »« Eh bien, imaginez-vous que ce charmant cheval alezan et ce joli petit jockey à casaque rose m'avaient, à la première vue, inspiré une si vive sympathie que je faisais des vœux pour l'un et pour l'autre, exactement comme si j'avais engagé sur eux la moitié de ma fortune. Aussi, lorsque je les vis arriver au but, devançant les autres coureurs de 3 longueurs de cheval, je fus si joyeuse que je me mis à battre des mains comme une folle. Figurez-vous mon étonnement lorsque, en rentrant chez moi, je rencontrai sur mon escalier le petit jockey rose. Je crus que le vainqueur de la course demeurait par hasard dans la même maison que moi, lorsque, en ouvrant la porte de mon salon, la première chose que je vis fut la coupe d'or qui formait le prix gagné par le cheval et le jockey inconnu. Dans la coupe, il y avait un petit papier sur lequel étaient écrits ces mots « À la comtesse G, Lord Ruthwen. »« C'est justement cela, » dit Morcerf. « Comment ? C'est justement cela ? » ?»« Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire que c'est Lord Ruthwen en personne. »« Quel Lord Ruthwen ? » ?»« Le nôtre, le vampire, celui du théâtre Argentina. »« Vraiment ? » s'écria la comtesse. « Il est donc ici ? » ?»« Parfaitement. »« Et vous le voyez ? Vous le recevez ? Vous allez chez lui ? » ?»« C'est mon ami intime, et monsieur de Château-Renaud lui-même a l'honneur de le connaître. »« Qui peut vous faire croire que c'est lui qui a gagné ? » ?»« Son cheval, inscrit sous le nom de Vampa. »« Eh bien, après ? » ?»« Eh bien, vous ne vous rappelez pas le nom du fameux bandit qui m'avait fait prisonnier ? » ?»« Ah, c'est vrai. » »« Et des mains duquel le comte m'a miraculeusement tiré ? » ?»« Si fait. » »« Il s'appelait Vampa. Vous voyez bien que c'est lui. »« Mais pourquoi m'a-t-il envoyé cette coupe à moi ? » ?»« D'abord, madame la comtesse, parce que je lui avais fort parlé de vous, comme vous pouvez le croire. Ensuite, parce qu'il aura été enchanté de retrouver une compatriote
et heureux de l'intérêt que cette compatriote prenait à lui. J'espère bien que vous ne lui avez jamais raconté les folies que nous avons dites à son sujet. Ma foi, je n'en jurerais pas, et cette façon de vous offrir cette coupe sous le nom de Lord Ruthwen, mais c'est affreux, il va m'en vouloir mortellement. Son procédé est-il celui d'un ennemi? Non, je l'avoue. Eh bien. Ainsi, il est à Paris? Oui. Et quelle sensation a-t-il faite? Mais, dit Albert, on en a parlé 8 jours, puis sont arrivés le couronnement de la reine d'Angleterre et le vol des diamants de mademoiselle Mars. Et l'on n'a plus parlé que de cela. Mon cher, dit Château Renaud, on voit bien que le comte est votre ami. Vous le traitez en conséquence. Ne croyez pas ce que vous dit Albert, madame la comtesse. Il n'est au contraire question que du comte de Monte Cristo à Paris. Il a d'abord débuté par envoyer à madame Danglars des chevaux de 30 000 francs. Puis il a sauvé la vie de madame de Villefort. Puis il a gagné la course du Jockey-Club, à ce qu'il paraît. Je maintiens au contraire, moi, quoi qu'en dise Morcerf, qu'on s'occupe encore du comte en ce moment, et qu'on ne s'occupera même plus que de lui dans un mois, s'il veut continuer de faire de l'excentricité, ce qui, au reste, paraît être sa manière de vivre ordinaire. C'est possible, dit Morcerf. En attendant, qui donc a repris la loge de l'ambassadeur de Russie? Laquelle? Demanda la comtesse. L'entre-colonne du premier rang. Elle me semble parfaitement remise à neuf. En effet, dit Château Renaud. Est-ce qu'il avait quelqu'un pendant le premier acte? Où? Dans cette loge? Non, reprit la comtesse, je n'ai vu personne. Ainsi, continua-t-elle, revenant à la première conversation, vous croyez que c'est votre comte de Monte Cristo qui a gagné le prix? J'en suis sûre. Et qui m'a envoyé cette coupe? Sans aucun doute. Mais je ne le connais pas, moi, dit la comtesse, et j'ai fort envie de la lui renvoyer. Oh, n'en faites rien. Il vous en enverrait une autre, taillée dans quelque saphir ou creusée dans quelque rubis. Ce sont ses manières d'agir. Que voulez-vous? Il faut le prendre comme il est. En ce moment, on entendit la sonnette qui annonçait que le deuxième acte allait commencer. Albert se leva pour regagner sa place. « Vous verrai-je » demanda la comtesse. « Dans les entr'actes, si vous le permettez. Je viendrai m'informer si je puis vous être bon à quelque chose à Paris. »« Messieurs, dit la comtesse, tous les samedis soirs, rue de Rivoli, 22, je suis chez moi pour mes amis. Vous voilà prévenus. » Les jeunes gens saluèrent et sortirent. En entrant dans la salle, ils virent le parterre debout et les yeux fixés sur un seul point de la salle. Leurs regards suivirent la direction générale et s'arrêtèrent sur l'ancienne loge de l'ambassadeur de Russie. Un homme habillé de noir, de 35 à 40 ans, venait d'y entrer avec une femme vêtue d'un costume oriental. La femme était de la plus grande beauté, et le costume d'une telle richesse que, comme nous l'avons dit, tous les yeux s'étaient à l'instant tournés vers elle. « Eh » dit Albert, « c'est Monte Cristo et sa grecque. » En effet, c'était le comte et Haydée. Au bout d'un instant, la jeune femme était l'objet de l'attention non seulement du parterre, mais de toute la salle. Les femmes se penchaient hors des loges pour voir ruisseler sous les feux des lustres cette cascade de diamants. Le second acte se passa au milieu de cette rumeur sourde qui indique dans les masses assemblées un grand événement. Personne ne songea à crier silence. Cette femme si jeune, si belle, si éblouissante, était le plus curieux spectacle qu'on pût voir. Cette fois, un signe de madame Danglars indiqua clairement à Albert que la baronne désirait avoir sa visite dans l'entr'acte suivant. Morcerf était de trop bon goût pour se faire attendre quand on lui indiquait clairement qu'il était attendu. L'acte fini,
il se hâta donc de monter dans l'avant-scène. Il salua les deux dames et tendit la main à Debray. La baronne l'accueillit avec un charmant sourire et Eugénie avec sa froideur habituelle. « Ma foi, mon cher, dit Debray, vous voyez un homme à bout, et qui vous appelle en aide pour le relayer. Voici madame qui m'écrase de questions sur le comte, et qui veut que je sache d'où il est, d'où il vient, où il va. Ma foi, je ne suis pas Cagliostro, moi, et pour me tirer d'affaire, j'ai dit « Demandez tout cela à Morcerf. Il connaît son Monte Cristo sur le bout du doigt. Alors, on vous a fait signe. » « N'est-il pas incroyable, dit la baronne, que lorsqu'on a un demi-million de fonds secrets à sa disposition, on ne soit pas mieux instruit que cela. »« Madame, dit Lucien, je vous prie de croire que si j'avais un demi-million à ma disposition, je l'emploierais à autre chose qu'à prendre des informations sur monsieur de Monte Cristo, qui n'a d'autre mérite à mes yeux que d'être 2 fois riche comme un nabab. Mais j'ai passé la parole à mon ami Morcerf. Arrangez-vous avec lui. Cela ne me regarde plus. » Un nabab ne m'eût certainement pas envoyé une paire de chevaux de 30 000 francs avec 4 diamants aux oreilles, de 5 000 francs chacun. « Oh, les diamants, dit en riant Morcerf, c'est sa manie. Je crois que, pareil à Potemkin, il en a toujours dans ses poches, et qu'il en sème sur son chemin comme le petit Pousset faisait de ses cailloux. »« Il aura trouvé quelque mine, dit madame Danglars. Vous savez qu'il a un crédit illimité sur la maison du baron. »« Non, je ne le savais pas, répondit Albert, mais cela doit être. »« Et qu'il a annoncé à monsieur Danglars qu'il comptait rester 1 an à Paris et y dépenser 6 millions. » C'est le chat de Perse qui voyage incognito. « Et cette femme, monsieur Lucien, dit Eugénie, avez-vous remarqué comme elle est belle ? » En vérité, mademoiselle, je ne connais que vous pour faire si bonne justice aux personnes de votre sexe. Lucien approcha son lorgnon de son œil. Charmante, dit-il. Et cette femme, monsieur de Morcerf, sait-il qui elle est ? Mademoiselle, dit Albert, répondant à cette interpellation presque directe, je le sais à peu près, comme tout ce qui regarde le personnage mystérieux dont nous nous occupons. Cette femme est une grecque. Cela se voit facilement à son costume, et vous ne m'apprenez là que ce que toute la salle sait déjà comme nous. Je suis fâché, dit Morcerf, d'être un Cicérone si ignorant, mais je dois avouer que là se bornent mes connaissances. Je sais, en outre, qu'elle est musicienne, car un jour que j'ai déjeuné chez le comte, j'ai entendu les sons d'une gazela qui ne pouvait venir certainement que d'elle. « Il reçoit donc votre comte ? Demanda madame Danglars. « Et d'une façon splendide, je vous le jure. »« Il faut que je pousse Danglars à lui offrir quelques dîners, quelques bals, afin qu'il nous les rende. »« Comment ? Vous irez chez lui ? dit Debray en riant. »« Pourquoi pas ? Avec mon mari. »« Mais il est garçon, ce mystérieux comte. »« Vous voyez bien que non, dit en riant à son tour la baronne en montrant la belle grecque. Cette femme est une esclave. À ce qu'il nous a dit lui-même. Vous rappelez-vous, Morcerf, à votre déjeuner. Convenez, mon cher Lucien, dit la baronne, qu'elle a bien plutôt l'air d'une princesse. Des 1001 nuits. Des 1001 nuits, je ne dis pas. Mais qu'est-ce qui fait les princesses, mon cher ? Ce sont les diamants, et celle-ci en est couverte. Elle en a même trop, dit Eugénie. Elle serait plus belle sans cela, car on verrait son cou et ses poignets, qui sont charmants de forme. Oh, l'artiste. Tenez, dit madame Danglars, là voyez-vous qui se passionne. J'aime tout ce qui est beau, dit Eugénie. Mais que dites-vous du comte, alors, dit Debray. Il me semble qu'il n'est pas mal non plus. Le comte, dit Eugénie, comme si elle n'eût point encore pensé à le regarder. Le comte, il est bien pâle. Justement, dit Morcerf,
C'est dans cette pâleur qu'est le secret que nous cherchons. La comtesse G prétend, vous le savez, que c'est un vampire. Elle est donc de retour, la comtesse G demanda la baronne. Dans cette loge de côté, dit Eugénie, presque en face de nous, ma mère. Cette femme, avec ses admirables cheveux blonds, c'est elle. Oh oui, dit madame Danglars. Vous ne savez pas ce que vous devriez faire, Morcerf? Ordonnez, madame. Vous devriez aller faire une visite à votre comte de Monte Cristo et nous l'amener. Pourquoi faire? Dit Eugénie. Mais pour que nous lui parlions. N'es-tu pas curieuse de le voir? Pas le moins du monde. Étrange enfant, murmura la baronne. Oh, dit Morcerf, il viendra probablement de lui-même. Tenez, il vous a vu, madame, et il vous salue. La baronne rendit au comte son salut, accompagné d'un charmant sourire. Allons, dit Morcerf, je me sacrifie. Je vous quitte et vais voir s'il n'y a pas moyen de lui parler. Aller dans sa loge, c'est bien simple. Mais je ne suis pas présenté. À qui? À la belle grecque. C'est une esclave, dites-vous? Oui, mais vous prétendez, vous, que c'est une princesse. Non. J'espère que lorsqu'il me verra sortir, il sortira. C'est possible. Allez. J'y vais. Morcerf salua et sortit. Effectivement, au moment où il passait devant la loge du comte, la porte s'ouvrit. Le comte dit quelques mots en arabe à Ali, qui se tenait dans le corridor, et prit le bras de Morcerf. Ali referma la porte et se tint debout devant elle. Il y avait dans le corridor un rassemblement autour du Nubien. En vérité, dit Monte Cristo, votre Paris est une étrange ville, et vos Parisiens un singulier peuple. On dirait que c'est la première fois qu'ils voient un Nubien. Regardez-les donc se presser autour de ce pauvre Ali, qui ne sait pas ce que cela veut dire. Je vous réponds d'une chose, par exemple, c'est qu'un Parisien peut aller à Tunis, à Constantinople, à Bagdad ou au Caire. On ne fera pas cercle autour de lui. C'est que vos orientaux sont des gens sensés, et qu'ils ne regardent que ce qui vaut la peine d'être vu. Mais croyez-moi, Ali ne jouit de cette popularité que parce qu'il vous appartient, et qu'en ce moment vous êtes l'homme à la mode. Vraiment? Et qui me vaut cette faveur? Parbleu, vous-même? Vous donnez des attelages de 1000 louis, vous sauvez la vie à des femmes de procureur du roi, vous faites courir, sous le nom de Major Brack, des chevaux pur sang et des jockeys gros comme des ouistiti. Enfin, vous gagnez des coupes d'or et vous les envoyez aux jolies femmes. Et qui diable vous a conté toutes ces folies? Dame, la première, madame Danglars, qui meurt d'envie de vous voir dans sa loge, ou plutôt qu'on vous y voit. La seconde, le journal de Beauchamp, et la troisième, ma propre imaginative. Pourquoi appelez-vous votre cheval Vampa, si vous voulez garder l'incognito? Ah, c'est vrai, dit le comte, c'est une imprudence. Mais dites-moi donc, le comte de Morcerf ne vient-il point quelquefois à l'opéra? Je l'ai cherché des yeux et je ne l'ai aperçu nulle part. Il viendra ce soir. Où cela? Dans la loge de la baronne, je crois. Cette charmante personne qui est avec elle, c'est sa fille? Oui. Je vous en fais mon compliment. Morcerf sourit. Nous reparlerons de cela plus tard et en détail, dit-il. Que dites-vous de la musique? De quelle musique? Mais de celle que vous venez d'entendre. Je dis que c'est de fort belle musique, pour de la musique composée par un compositeur humain, et chantée par des oiseaux à 2 pieds et sans plumes, comme disait feu Diogène. Ah ça! Mais mon cher comte, il semblerait que vous pourriez entendre à votre caprice les 7 chœurs du paradis. Mais c'est un peu de cela. Quand je veux entendre d'admirable musique, vicomte,
de la musique comme jamais l'oreille mortelle n'en a entendu, je dors. Eh bien, mais vous êtes à merveille ici. Dormez, mon cher comte, dormez. L'opéra n'a pas été inventé pour autre chose. Non, en vérité, votre orchestre fait trop de bruit. Pour que je dorme du sommeil dont je vous parle, il me faut le calme et le silence. Et puis, une certaine préparation. Ah, le fameux hachisch. Justement, vicomte, quand vous voudrez entendre de la musique, venez souper avec moi. Mais j'en ai déjà entendu en y allant déjeuner, dit Morcerf. À Rome? Oui. Ah, c'était la guzla d'Haydée. Oui, la pauvre exilée s'amuse quelquefois à me jouer des airs de son pays. Morcerf n'insista pas davantage. De son côté, le comte se tut. En ce moment, la sonnette retentit. « Vous m'excusez, dit le comte, en reprenant le chemin de sa loge. « Comment donc ?»« Emportez bien des choses pour la comtesse G, de la part de son vampire. »« Et à la baronne ? Dites-lui que j'aurai l'honneur, si elle le permet, d'aller lui présenter mes hommages dans la soirée. » Le 3e acte commença. Pendant le 3e acte, le comte de Morcerf vint, comme il l'avait promis, rejoindre madame Danglars. Le comte n'était point un de ces hommes qui font révolution dans une salle. Aussi personne ne s'aperçut-il de son arrivée que ceux dans la loge desquels il venait prendre une place. Monte Cristo le vit cependant, et un léger sourire effleura ses lèvres. Quant à Haydée, elle ne voyait rien tant que la toile était levée. Comme toutes les natures primitives, elle adorait tout ce qui parle à l'oreille et à la vue. Le 3e acte s'écoula comme d'habitude. Mesdemoiselles Noblet, Julia et Leroux exécutèrent leurs entrechats ordinaires. Le prince de Grenade fut défié par Robert Mariot. Enfin, ce majestueux roi que vous savez fit le tour de la salle pour montrer son manteau de velours en tenant sa fille par la main. Puis la toile tomba et la salle se dégorgea aussitôt dans le foyer et les corridors. Le comte sortit de sa loge et un instant après apparut dans celle de la baronne Danglars. La baronne ne put s'empêcher de jeter un cri de surprise légèrement mêlé de joie. « Ah, venez donc, monsieur le comte !» s'écria-t-elle, « car, en vérité, j'avais hâte de joindre mes grâces verbales aux remerciements écrits que je vous ai déjà faits. »« Oh, madame, » dit le comte, « vous vous rappelez encore cette misère ? Je l'avais déjà oubliée, moi. » « Oui, mais ce qu'on n'oublie pas, monsieur le comte, c'est que vous avez le lendemain sauvé ma bonne amie, madame de Villefort, du danger que lui faisaient courir ces mêmes chevaux. » « Cette fois encore, madame, je ne mérite pas vos remerciements. C'est Ali, mon Nubien, qui a eu le bonheur de rendre à madame de Villefort cet éminent service. »« Et est-ce aussi Ali, dit le comte de Morcerf, qui a tiré mon fils des bandits romains ? » « Non, monsieur le comte, dit Monte Cristo en serrant la main que le général lui tendait. Non, cette fois je prends les remerciements pour mon compte. Mais vous me les avez déjà faits, je les ai déjà reçus, et en vérité, je suis honteux de vous retrouver encore si reconnaissant. Faites-moi donc l'honneur, je vous prie, madame la baronne, de me présenter à mademoiselle votre fille. »« Oh, vous êtes tout présenté, de nom du moins, car il y a 2 ou 3 jours que nous ne parlons que de vous. »« Eugénie, continua la baronne en se retournant vers sa fille, monsieur le comte de Monte Cristo. » Le comte s'inclina. Mademoiselle Danglars fit un léger mouvement de tête. « Vous êtes là avec une admirable personne, monsieur le comte, dit Eugénie. Est-ce votre fille ? » Non, mademoiselle, dit Monte Cristo, étonné de cette extrême ingénuité ou de cet étonnant aplomb. C'est une pauvre grecque dont je suis le tuteur. Et qui se nomme ? Haydée, répondit Monte Cristo. Une grecque, murmura le comte de Morcerf. Oui, comte, dit madame Danglars. Et dites-moi si vous avez jamais vu à la cour d'Ali Tébelin, que vous avez si glorieusement servi, un aussi admirable costume que celui que nous avons là devant les yeux. Ah, dit Monte Cristo,
« Vous avez servi à Janina, monsieur le comte. »« J'ai été général inspecteur des troupes du Pacha, » répondit Morcerf. « Et mon peu de fortune, je ne le cache pas, vient des libéralités de l'illustre chef albanais. »« Regardez donc, » insista madame Danglars. « Où cela ?» balbutia Morcerf. « Tenez, » dit Monte Cristo, et, enveloppant le comte de son bras, il se pencha avec lui hors la loge. En ce moment, Haydée, qui cherchait le comte des yeux, aperçut sa tête pâle près de celle de M. de Morcerf, qu'il tenait embrassée. Cette vue produisit sur la jeune fille l'effet de la tête de Méduse. Elle fit un mouvement en avant, comme pour les dévorer tous deux du regard, puis, presque aussitôt, elle se rejeta en arrière en poussant un faible cri, qui fut cependant entendu des personnes qui étaient les plus proches d'elle et d'Ali, qui aussitôt ouvrit la porte. « Tiens, dit Eugénie, que vient-il donc d'arriver à votre pupille, monsieur le comte ? On dirait qu'elle se trouve mal. »« En effet, dit le comte, mais ne vous effrayez point, mademoiselle. Haydée est très nerveuse et par conséquent très sensible aux odeurs. Un parfum qui lui est antipathique suffit pour la faire évanouir. Mais, ajouta le comte en tirant un flacon de sa poche, j'ai là le remède. » Et, après avoir salué la baronne et sa fille d'un seul et même salut, il échangea une dernière poignée de main avec le comte et avec Debray, et sortit de la loge de madame Danglars. Quand il entra dans la sienne, Haydée était encore fort pâle. À peine parut-il qu'elle lui saisit la main. Monte Cristo s'aperçut que les mains de la jeune fille étaient humides et glacées à la fois. « Avec qui donc causais-tu là, Seigneur ?» demanda la jeune fille. « Mais, répondit Monte Cristo, avec le comte de Morcerf, qui a été au service de ton illustre père, et qui avoue lui devoir sa fortune. »« Ah, le misérable !» s'écria Haydée. « C'est lui qui l'a vendu aux Turcs. Et cette fortune, c'est le prix de sa trahison. Ne savais-tu donc pas cela, mon cher seigneur ?» J'avais bien déjà entendu dire quelques mots de cette histoire en Épire, dit Monte Cristo, mais j'en ignore les détails. Viens, ma fille, tu me les donneras. Ce doit être curieux. Oh oui, viens, viens. Il me semble que je mourrais si je restais plus longtemps en face de cet homme. Et Haydée, se levant vivement, s'enveloppa de son burnous de cachemire blanc brodé de perles et de corail, et sortit vivement au moment où la toile se levait. « Voyez si cet homme fait rien comme un autre, » dit la comtesse G. à Albert, qui était retourné près d'elle. « Il écoute religieusement le 3e acte de Robert, et il s'en va au moment où le 4e va commencer.